Bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. Dakar, capitale des médias africains. C'est à l'occasion du Salon international des médias d'Afrique. Pendant 4 jours, les professionnels du secteur médiatique venus de différents pays du continent ont réfléchi sur la situation actuelle de la presse, les défis auxquels fait face le secteur, ainsi que les enjeux de l'heure. Autant de thématiques abordées pour bâtir une véritable communauté africaine des médias au service de l'intégration et du développement du continent face aux mutations technologiques. Comment les médias peuvent se réinventer pour plus d'efficacité dans leur mission? Quelle position aussi de ces médias dans un contexte géopolitique et sécuritaire assez mouvementé? Pour aborder toutes ces questions, nous recevons sur notre plateau M. Adam Sow. Vous êtes vice-coordonnateur du Salon international des médias d'Afrique, également président de la commission scientifique de ce salon. Merci pour l'honneur en tout cas que vous nous faites d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Oui, c'est nous qui vous remercions au nom de l'ensemble des confrères et collègues du COPIL, qui est le comité de pilotage qui a travaillé 14 mois pour organiser ce salon. Vraiment, c'est nous qui vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Et merci également à vous pour la tenue et l'organisation de ce salon au Sénégal. Ce n'était pas évident, mais vous l'avez quand même réussi. Merci pour cela et toutes nos félicitations au passage. En face de vous, vous avez M. Boubacar Dian, un confrère également. Vous êtes journaliste, président de la commission d'organisation au niveau de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, CJRS. Merci d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Et je rappelle également que vous êtes secrétaire général adjoint du SYNPICS au niveau du groupe Futur Média. Ok. Bonjour Daouda et merci pour l'invitation. Bonjour à doyen Adam Sow aussi, donc, que j'ai côtoyé durant l'organisation de ce ciment. Je faisais également partie du comité d'organisation du ciment et du COPIL. Merci pour l'invitation. Je vous en prie et je reviens d'ailleurs à M. Sow. 4 jours de réflexion autour de différents sous-thèmes pour co-construire aujourd'hui des solutions face aux difficultés des médias. Tout d'abord, qu'est-ce qui est globalement ressorti, M. Sow, des recommandations de ce salon, le ciment? Bon, ce qui est ressorti du salon globalement, c'est, je pense, trois axes. Le premier et le plus fort, je pense, si on pouvait même le dire, une sorte de déclaration ou recommandation numéro 1 du salon, c'est de créer à partir de Dakar, donc avec à peu près les 300 personnes, disons, venues, qui sont vraiment venues nous répondre à notre invitation, qui sont venues d'une vingtaine de pays africains. Tout ce noyau-là, en faire un noyau dur et travailler sur la durée, éviter les feux de paille. C'est-à-dire, juste Abidjan organise son salon, le Cameroun organise son salon, Dakar, il ne sauve pas que ce soit juste un salon de plus, mais plutôt le début vraiment de quelque chose qui est plus structuré sur la durée pour voir comment fédérer ensemble cette force des confrères, des médias d'Afrique, parce que 23 pays quand même. Sur l'Afrique, tu as un écosystème qui peut être très fort. Donc il faut voir comment on peut tirer avantage de cet écosystème qui était à Dakar et travailler sur des axes justement qui ont été développés lors des panels. Par exemple, aujourd'hui, comment les médias africains font face à l'accès à l'information. Vraiment une situation d'actualité, autant au Sénégal que dans tous les pays. La question de la liberté d'expression, nous tous, nous la vivons. La question de l'intégrité de l'information face aux mutations, n'est-ce pas, disruptives venues du digital. Comment réussir les transformations numériques des médias africains. Comment aussi assurer une souveraineté éditoriale. Voilà, il y a quelques axes comme ça qui ont été posés. Et aussi peut-être à travers ce noyau-là, explorer quel type de modèle économique doivent aujourd'hui avoir
les médias africains. Ça, je pense que justement, au cours de cette émission, il sera question de parler aussi du modèle économique des médias, mais je préfère qu'on reste pour l'instant avec le noyau dont vous avez parlé. Comment veiller aujourd'hui à préserver ce noyau, autant pour moi, avec des actions fortes à venir pour ne pas que le salon de Dakar ne soit pas juste un salon de plus comme vous l'avez rappelé tout à l'heure? Oui, ce qu'on a convenu de faire avec le président Matar Sylla, de partager en interne, techniquement, le rapport du salon. Maintenant, nous, on va sortir un papier, un mémorandum qu'on va envoyer à l'ensemble des confrères et collègues venus des 22 autres pays africains pour avoir leurs inputs sur une feuille de route, sur les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on créera certainement un ou des groupes de travail selon les intérêts des uns et des autres. Si Boubacar veut travailler sur le modèle économique ou sur la liberté de presse, ou si vous-même voulez joindre pour travailler techniquement avec le Rwanda, avec le Tchad, avec la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, sur un groupe de travail sur tel ou tel aspect, les gens se mettront dans des groupes de travail avec un échéancier, un calendrier de production. Donc on dit que chaque groupe de travail peut être à 1 mois pour travailler en ligne et produire quelque chose. Co-construire, comme vous l'avez dit, en tout cas cette feuille de route également, pour aujourd'hui aller au-delà de ces recommandations qui sont sorties de ce salon de Dakar, la toute première édition. Et M. Dieng, vous êtes de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, CJRS. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels les reporters que vous êtes, les reporters africains et même sénégalais, les défis auxquels vous faites face aujourd'hui? Merci Daouda pour la question. Je dirais que le premier défi, c'est la lutte donc contre la désinformation, les fake news. C'est la raison pour laquelle dans le cadre du CIMA avec RSF, nous avons eu à tenir une masterclass concernant le fact-checking, l'IA dans les médias et les podcasts. Et je pense que ça a été une réussite parce qu'il y a eu des confrères qui sont venus avec d'autres délégations qui ont pris part à cet événement-là qui s'est tenu dans un hôtel de la place. Et durant cet événement, nous avons parlé du fact-checking et de la désinformation, essayer d'outiller les jeunes reporters du Sénégal et de l'Afrique tout entière à lutter contre cette désinformation-là, mais surtout à lutter contre les fake news. Les fake news sont de plus en plus virales. La raison pour laquelle nous essayons tout le temps de lutter contre cela, parce que les moyens pour les faire deviennent de plus en plus sophistiqués. Vous connaissez ce qu'on appelle les deepfakes, ce sont des fausses informations, des fausses vidéos fabriquées à l'aide d'intelligence avec l'IA, et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous dire que ça c'est une vraie vidéo, c'est Emmanuel Macron qui parle, Macky Sall ou même encore Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors que des gens mal intentionnés ont utilisé l'IA pour faire parler ces gens-là, leur faire dire ce qu'ils veulent entendre. L'autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est surtout par rapport donc au respect donc du code du travail. Si je prends le cadre du Sénégal, nous avions fait une étude il y a de cela 2 ans. Cette étude avait montré que beaucoup de reporters, en tout cas les 60%, n'avaient pas de contrat de travail, et le peu qui en avait, c'était des contrats qui n'étaient pas enregistré à l'inspection du travail, et cela a été présenté au président de la République et au ministre de la Communication, qui par la suite s'est servi de cette étude-là donc pour pouvoir travailler là-dessus et améliorer donc les conditions de vie et de travail des reporters. Mais par rapport à ces défis que vous venez de soulever, quelles sont aujourd'hui les actions en tout cas que mène votre structure-là, CJRS, aujourd'hui pour relever en tout cas ces défis auxquels les reporters font face? La Convention, comme toujours, sa mission, c'est la formation initiale et continue. Et dans ce cadre-là, depuis presque 2 ans, toutes les formations que nous faisons sont en lien avec l'intelligence artificielle et le fact-checking, c'est-à-dire vérifier les faits, quels sont les véritables faits à démontrer. Et s'il y a une information qui est fausse, nous essayons de mettre en place donc un comité régional. Ça va se faire bientôt avec des gens qui seront dans différentes régions, qui vont se constituer en un groupe pour lutter contre la désinformation
d'information. Sans doute, le président va faire l'annonce dans quelques jours parce que nous en avions parlé lors de nos différentes tournées dans les régions pour renouveler nos cellules régionales. Durant ces formations-là, nous cooptons beaucoup de jeunes reporters qui sont pour le moment des freelances parce qu'ils veulent travailler pour eux-mêmes, par eux-mêmes et lutter contre la désinformation et ce qu'on appelle les fake news. Et nous le faisons tout le temps dans des formations en partenariat avec des organisations comme Reporters sans frontières ou encore le ministère de la Communication. Et ce choix dont vous avez parlé tout à l'heure de la plupart aujourd'hui de ces jeunes reporters d'aller vers le freelance, c'est-à-dire travailler en tant que journaliste indépendant, se justifie aussi en partie à cause face plutôt à la situation que vous avez abordée tout à l'heure, à savoir la situation sociale et même économique aujourd'hui de ces médias-là. Et M. Sow, aujourd'hui, le secteur médiatique fait face à la révolution numérique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, même Boubacar est revenu là-dessus avec les réseaux sociaux, les plateformes de contenu web, l'intelligence artificielle, entre autres. Aujourd'hui, le journaliste ne détient plus forcément ce monopole-là aujourd'hui de véhiculer l'information. Face à ces mutations technologiques, comment les médias peuvent se réinventer pour plus d'efficacité dans leur mission? Oui, c'est une grande question. C'est la grande question d'ailleurs, si on se dit les choses. Moi, depuis 2013, j'en parle parce que je fais partie de task force au niveau international qui ont travaillé sur le forecasting, c'est-à-dire la météo digitale, pour voir les tendances lourdes qui arrivaient chez nous. Et en 2013, je me rappelle, j'avais alerté publiquement les patrons de presse, les confrères, le disant qu'il faut anticiper au moins sur la transformation digitale des organes de presse ou des entreprises de presse. Des entreprises de presse. Puisque de plus en plus, parce que depuis 2017, on doit parler d'entreprises de presse. Et les gens ne font pas attention à cette nuance-là. Donc la transformation digitale de telles grosses entreprises multinationales ou même nationales basées qui vendent des conserves ou ICS qui vendent des trucs, sa transformation digitale, sa stratégie, c'est un choix managérial. C'est exactement la même chose qu'on a demandé aux patrons, aux propriétaires des entreprises de presse de se mettre en phase et de permettre à leur entreprise média de réussir une transformation numérique. Mais comme on parlait dans le désert, pratiquement les gens n'avaient pas compris. Moi je me rappelle, il n'y a que GFM, il n'y a que Youssou qui m'a appelé, m'a dit de concevoir, d'élaborer une stratégie digitale pour l'ensemble des supports de GFM à l'époque. Et on l'avait fait en 2014 avec Cheikh Fall, que vous connaissez, d'Afrique TV, qui est un garçon extrêmement, d'ailleurs, sollicité à travers l'Afrique et le monde sur cette question-là. Donc, je vais vous dire qu'en fait, il y a eu un entêtement du patronat média qui a été sourd à cette vague, à ce tsunami digital qui arrivait dans les médias, et tout le monde l'a pris sur la face. Et résultat, ce dont il parle, Boubacar, c'est une cause, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Les conditions de travail des jeunes reporters, c'est un symptôme d'un mal qui est mal nommé, qui est mal adressé. C'est la précarité, l'économie des médias s'est déréglée par ce truc disruptif-là, venu des médias sociaux, des réseaux sociaux et des plateformes digitales. Et les gens n'étaient pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Ils n'ont préparé personne pour réussir ça, pour faire face, pour aller vers des modes, ce que le Washington Post disait, les modes de survie face au digital. Mais est-ce que la responsabilité, M. Sow, n'incombe pas aujourd'hui à ces promoteurs d'entreprises de presse, si on le sait, puisque vous l'avez rappelé, depuis 2013 en tout cas, vous aviez alerté sur la question et également on voyait venir avec l'avènement du digital, l'avènement des différentes plateformes web et tout, le fait de ne pas avoir su anticiper aujourd'hui, surtout que depuis 2017, on parle d'entreprise de presse. Absolument. Une entreprise également doit faire un chiffre d'affaires et tout. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité aussi de ces promoteurs de médias de ne pas avoir su anticiper sur ces questions-là? Mais c'est ce que je dis.
dans une audition où j'étais invité par le président du CEDEPS et ses collègues. Je leur ai parlé franchement. Et ça, ils le savent, je leur parle, je leur dis depuis des années. Mais ils n'ont jamais entendu le message ou compris peut-être l'urgence à prendre des décisions. La faute, vous avez parfaitement raison, Daouda, la responsabilité de l'État, de l'entreprise de presse au Sénégal incombe justement à ce patronat de presse qui n'a pas su prendre la bonne décision au bon moment. Le moment est très important. Maintenant, on est en train de subir les effets de ce ratage. C'est conséquence. Vous embauchez des gens, des jeunes reporters, ils galèrent, ils n'ont même pas 500 francs CFA dans la poche. Ils perdent leur dignité sociale et familiale parce que quand ils quittent le matin, ils sont obligés de demander au boutiquier ou à leur épouse, ou à leur frère, ou à leur papa, ou leur maman, le prix du transport pour aller à la rédaction. Cette précarité-là, elle est indigne d'une entreprise de presse. Même si globalement aussi, tout n'est pas sur le dos du patron de presse, mais l'écosystème globalement autour des médias, que ce soit la partie institutionnelle politique, le pouvoir politique aussi a joué un rôle, a une très grande responsabilité sur ce qui s'est passé. Et justement, par rapport à ce dont vous êtes en train de parler, au niveau du ciment, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-il possible aujourd'hui de se rattraper par rapport à ce ratage-là qu'il y a eu, surtout les différents acteurs, que ce soit le patronat, la société civile et tous les politiques et tout cela qui tourne autour aujourd'hui de cet écosystème des médias? Oui, ce qu'on tente de faire avec le ciment, le COPIL, c'est faire même la pédagogie. Parce que maintenant, au Sénégal, depuis l'avènement d'un nouveau régime, il y a vraiment il y a une polarisation entre le nouveau régime que lui a une conception différente des médias traditionnels et privés. Pour eux, les médias traditionnels et privés, Sonko l'a dit dans son livre Solution en 2018. Et moi, j'avais dit sur RFM que Sonko est très cohérent. Il a écrit sur noir et blanc, il dit quand nous arriverons au pouvoir, voilà comment on va assainir, travailler, redresser la presse de connivence, l'appeler la presse de système, etc. Ils sont venus au pouvoir, ils ont appliqué leur doctrine. Et ça, c'est une catastrophe. Ça a complètement fait écrouler les médias privés. Je pense que Mamadou Ibra Kane a lancé un dernier cri de cœur hier et c'est repris largement aujourd'hui par les confrères dans les unes. Mais c'est vrai, c'est une vérité. Aujourd'hui, que ce soit Youssou N'Dour, Bougane, je ne sais quel autre promoteur privé, là, tout le monde est dans une galère infinie et ça met en péril l'outil, mais ça met en péril les milliers d'emplois. Qui sont, et les jeunes reporters aussi, je pense qu'il y a une méprise, il y a une petite méprise à leur niveau. C'est vrai, ils semblent un peu mis dans un tunnel dans ce combat-là entre le secteur privé, le patronat et les nouveaux pouvoirs publics. Eux, ils sont au centre et ils sont utilisés aussi comme chair de canon. De part et d'autre. Ça aussi, il faut pas. Je pense qu'il faut une lucidité et une froideur que nous tous, qu'on réfléchisse ensemble, mais ensemble. Et ce qu'on a dit au ministre, vraiment avec son équipe, on leur a parlé, on a fait des réunions et on est en train de faire une pédagogie pour faire revenir le gouvernement à de meilleurs sentiments et regarder les médias privés d'une différente façon. J'aimerais qu'on reste avec cette situation que vous abordez depuis tout à l'heure. Boubacar, selon vous, quel doit être aujourd'hui le rôle des jeunes reporters ou bien des reporters également face à la situation aujourd'hui que traverse la presse? Une situation en tout cas où la responsabilité est partagée entre ces différents acteurs-là, que ce soit le patronat, les pouvoirs publics et les autres acteurs, et même aujourd'hui les consommateurs de l'information, puisque aujourd'hui beaucoup préfèrent attendre qu'un journal en ligne et reprennent des articles d'un papier quotidien pour le lire sur cette plateforme-là sans rien débourser, alors qu'aujourd'hui le papier initial est vendu, le quotidien initial était vendu à 100 ou 200 francs. Donc quelle contribution aujourd'hui des reporters que vous êtes par rapport à cette situation que traversent les médias? Les jeunes reporters, comme nous essayons de le faire, c'est notre rôle d'être le médiateur entre le pouvoir en place et le patronat.
parce qu'il y a un proverbe africain qui le dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Et nous, en fait, c'est cette caricature-là qu'on présente. Doyen Adama l'a dit tantôt, avec cette situation, donc cette guerre entre le pouvoir, le patronat, ce sont les jeunes reporters qui sont au milieu et qui en souffrent davantage à cause de la précarité et de tout ce que cela peut engendrer. Raison pour laquelle, quand nous avions rencontré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous lui avions demandé de recevoir ou bien d'écouter le patronat. C'est ce que nous avons également fait comme compte-rendu au doyen Mamadou Ibra Kane le lendemain de notre rendez-vous avec le président de la République pour lui dire que nous avons demandé au président de la République d'essayer de trouver une fiscalité adaptée aux médias. Parce qu'on ne peut pas appliquer la même fiscalité pour les entreprises minières aux entreprises de presse. C'est impossible. Les profits ne sont pas les mêmes, les activités ne sont pas les mêmes. Raison pour laquelle nous essayons de jouer ce rôle de médiateur et d'essayer en tout cas, autant faire ce peu, de jouer notre rôle de reporter. Le reporter, son rôle c'est quoi? C'est informer comme il le faut et ne pas prendre parti. Et si on ne prend pas parti, comme le doyen l'avait rappelé tantôt, c'est-à-dire nous donnons que la vérité, et cette vérité-là, c'est quoi? Que les patrons de presse et le parti au pouvoir essaient de se réconcilier. La porte-parole l'a dit tantôt, Marie-Rose, à la maison de la presse, il y a de cela 2 à 3 semaines, qu'il faut essayer de regrouper autour d'une table le patronat de la presse et le pouvoir pour essayer de raffermir les liens comme l'avait demandé le président de la République. D'autant plus que la presse également constitue un maillon essentiel aujourd'hui dans une démocratie. Donc cette presse également se doit d'être soutenue. Et vous avez rappelé tout à l'heure également l'intérêt de veiller à la véracité aujourd'hui de ces faits-là. Le secteur de la presse fait aujourd'hui face à différents maux, notamment la désinformation, vous en aviez parlé tout à l'heure, les fake news, les manipulations externes et internes, et même les jeux de rôle et substitutions, on ne sait plus qui est qui aujourd'hui dans ces médias-là. Comment faire face aujourd'hui à ces difficultés qui gangrènent le secteur? Pour faire face à ces difficultés, il faut d'abord résoudre les problèmes qui existent déjà, au premier rang desquels la précarité. Donc il faut résoudre le problème de la précarité que subissent les jeunes reporters, parce que quelqu'un qui n'a même pas de quoi aller au boulot, il est exposé à la corruption. Les perdièmes. Toutes sortes de mots, vous le savez. Il faut d'abord résoudre ce problème-là, mais résoudre l'autre problème qui est beaucoup qui a beaucoup plus accentué ce que nous vivons actuellement, c'est le modèle économique. Peut-être que je suis en train d'anticiper sur votre programme, mais en fait, le modèle économique des médias, il faut en parler et il faut réinventer ce modèle économique-là. Je pense que ça faisait partie des thématiques sur lesquelles les gens ont discuté durant le CIMA, le modèle économique des médias en Afrique, mais surtout au Sénégal. Nous avons un modèle économique, selon moi, qui est obsolète. Un modèle économique qui doit être réinventé, changé et adapté à la situation du moment, surtout avec les GAFAM. Les GAFAM, nous, Africains, surtout Sénégalais, on n'en tire pas profit. Et pourtant, dans d'autres pays européens, ces gens-là gagnent énormément d'argent avec les GAFAM. Imaginez que vous produisez un article. Il y a Google qui prend cet article-là, qui le met sur ses plateformes. D'autres gens viendront visiter le site, lire l'article et travailler là-dessus. En retour, ni le journaliste, ni le média qui a produit l'article ne gagnent en fait de cet article-là. Et pourtant, c'est Google qui amasse tout. Si on se réunissait, que les médias africains, surtout sénégalais, essayaient de se constituer en consortium pour essayer de lutter contre cela, mais aussi demander à ces GAFAM-là, les gros du net, de leur reverser ce qui leur revient de droit. Je pense que nous gagnerions davantage à améliorer les conditions de vie et de travail des reporters. Par rapport à votre proposition, il serait important également d'impliquer les pouvoirs publics, puisque ce sont ces GAFAM-là également, ce sont des mastodontes assez puissantes également face à nos États. Donc il faudrait au moins des lois régionales et autres pour pouvoir en tout cas arriver à cela. Déjà que nos données avec lesquelles ils travaillent soient stockées en tout cas ici, et au-delà aussi qu'on veille à pouvoir réguler les activités qu'ils mènent dans nos pays et les données qu'ils y collectent. Et Boubacar vient de parler de la question du financement des médias. D'ailleurs, lors du CIMA, une proposition est sortie. Il s'agit d'allouer 1% des budgets nationaux aujourd'hui des États aux médias. Mais au-delà de cela, comment construire un modèle économique des médias qui soit viable et moins dépendant des ressources publiques et autres ressources publicitaires? Oui, c'est le sens de l'option pour chaque promoteur de médias
de disposer d'une stratégie de transformation digitale de son entreprise. Je dis entreprise encore de presse. Tout à fait. C'est très, très important. Et ce virage a été raté depuis 10 ans. C'est ça le fond du problème. La vraie cause, c'est qu'il y a, peut-être en dehors du soleil, et à la limite, dans une moindre mesure, GFM, et qui doit réactualiser sa stratégie de transformation digitale, mais il n'y a personne ne l'a fait. Donc les gens, on les met nus face à un nouvel modèle économique qui leur est tombé dessus, une nouvelle réalité économique qui leur est tombée dessus, et qu'eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'ont ni défini un modèle, ni essayé de s'adapter. Nous le disions tout à l'heure, en tout cas pour ces États, que ce soit le Sénégal, déjà vous avez réuni à Dakar plus de 20 pays africains, d'où l'intérêt pour ces États de se mettre ensemble aujourd'hui pour travailler sur des législations qui soient beaucoup plus fortes au niveau régional et pourquoi pas même continental, puisque l'Union européenne également l'a réussi avec des textes comme la DMA et la DSA. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Adam Sow. Vous êtes vice-président plutôt du comité de pilotage du Salon international des médias d'Afrique, également président de la commission scientifique de ce salon. Merci encore et ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda. Ça a été un plaisir partagé. Merci également à notre confrère M. Boubacar Dian, président chargé de l'organisation au niveau de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, également secrétaire général adjoint du SYNPICS, c'est le syndicat des professionnels de l'information et de la communication au niveau du groupe Futur Média. Merci beaucoup encore M. Dian d'avoir été avec nous. Merci à vous Daouda pour l'invitation et merci également au doyen Adam Sow pour la clarté et la précision dans les contributions. Et merci à tous les deux également pour votre générosité intellectuelle et votre disponibilité. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.